Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle émission sur Télé Nantes, l'entretien politique, un rendez-vous en partenariat avec Ouest France. Et pour cette première, pour cette rentrée, nous accueillons Mathias Tavel, député de la NUPES dans la 8e circonscription, celle notamment de Saint-Nazaire. Bonjour Monsieur Tavel. Bonjour. Merci beaucoup d'ouvrir cette saison avec nous. Beaucoup de questions évidemment à vous poser dans la prochaine demi-heure. Vous passerez notamment au révélateur de Ouest France et de Claire Dubois. Ce sera d'ici quelques minutes. Mais d'abord, qui êtes-vous? Mathias Tavel, vous êtes né à Villeurbanne, vous avez 35 ans, député, je l'ai dit, également conseiller régional de la France Insoumise. Votre parcours en 3 dates, on a choisi 3 dates pour essayer de résumer en tout cas ce parcours. 2002 d'abord, la première manifestation, c'est à l'âge de 15 ans, contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Deuxième date, 2008, après Sciences Po Paris, vous rejoignez le parti de gauche et Jean-Luc Mélenchon, vous devenez le directeur adjoint de son cabinet de 2011 à 2017. Et puis 2021, vous êtes élu en juin 2021, conseiller régional au Mans, ville où vous résidez, mais c'est dans le bastion socialiste de Saint-Nazaire que vous êtes élu député un an plus tard. Est-ce que tout est correct? Tout est correct. C'est parfait, sans plus tarder, on passe aux questions d'actualité. Et cette première question directe, je vais d'ailleurs vous demander de répondre direct pendant toute cette demi-heure, en cette rentrée politique, qui vous pose le plus de problèmes? Est-ce que c'est le président de la République Emmanuel Macron, ou bien alors Fabien Roussel, le député du Nord, leader du Parti communiste français et membre de la NUPES? Vous savez pourquoi je vous pose cette question, évidemment. Fabien Roussel a opposé la semaine dernière la gauche du travail à la gauche des allocs, je le cite, et il souhaite que l'on n'ait plus besoin du RSA ou de l'allocation chômage grâce au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée? Celui qui pose le plus de problèmes aux Français, clairement, c'est le président Macron. Si le SMIC n'est pas augmenté comme on le voulait à 1 500 €, si aujourd'hui on nous annonce des hausses de 15% du prix de l'électricité ou du gaz, c'est de la responsabilité de M. Macron. Donc il ne faut pas faire autre chose d'abord que dire ça. Et nous... Et sur cette question, la valeur travail mise en avant par Fabien Roussel. La valeur travail, c'est d'abord le salaire. Et on a passé tout l'été à défendre la hausse du SMIC, à défendre le fait qu'on ne voulait pas des primes mais des salaires, etc., etc. Donc je ne sais pas ce que M. Roussel a inventé là. Sans doute quelque chose pour se faire remarquer. La vraie question, c'est comment la nouvelle Union populaire écologique et sociale est un outil utile pour se défendre, notamment défendre le pouvoir d'achat, le droit de vivre correctement, de se chauffer correctement, de se déplacer correctement dans ce pays. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et M. Roussel aurait mieux fait, je crois, de ne pas céder à une forme de tentative de division du camp social qu'on doit rassembler. Qui estime que ces propos, ça peut être des propos de droite, que ce sont des propos réactionnaires. On l'a entendu dans la bouche des membres de la NUPES, de certains membres. Ce qui est clair, c'est que opposer celui qui travaille à celui qui est privé d'emploi, c'est pas un propos qui rassemble, si je veux reprendre un mot communiste, la classe ouvrière. C'est un mot de division. Or, on a besoin de regrouper tous ceux qui sont au travail et ceux qui sont privés d'emploi aujourd'hui pour qu'ensemble, on puisse faire valoir les intérêts tout simplement des travailleurs. À gauche, il y a aussi le manifeste de Bernard Cazeneuve qui appelle les socialistes à une autre gauche. Parmi les signataires, David Samzin, le maire justement socialiste de Saint-Nazaire, qui avait voté pour vous d'ailleurs lors du second tour. Oui, au deuxième tour. On l'écoute au second tour, effectivement. Ce n'est pas M. Mélenchon. Sa radicalité, parfois son outrance. On le voit à gauche, y compris les débats de ce week-end. Traiter le patron du PC homme de droite, je crois qu'on marche sur la tête. Je crois que ce pays a besoin d'une gauche. Pour moi, c'est une gauche européenne, c'est une gauche sociale, c'est une gauche écologiste. Sous-entendu, pas la NUPES. La rentrée agitée, est-ce qu'elle n'est pas plutôt en interne du côté de la NUPES avec toutes ces déclarations? On peut se féliciter que David Samzin découvre que le pays a besoin d'une gauche, parce que ce n'était pas ce qu'il faisait il y a 5 ans quand il soutenait M. Macron. Donc il est engagé dans la voie de la rédemption, il lui faut encore un peu de temps. Il viendra à se rendre compte que la gauche, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Dans sa diversité, insoumis, communiste, écologiste, socialiste. Mais c'est là la gauche. Il n'y a pas d'autre gauche dans ce pays. Ce qu'il y a en face, c'est le macronisme. Voilà, donc après, il faudra qu'il fasse ses choix. Il les a fait par le passé. J'espère que cette fois-ci, il reviendra du bon côté. C'est une question aussi, je crois, qui se pose sur votre manière, j'allais dire presque de faire de la politique à l'Assemblée. On vous reproche, en tout cas certains, même au sein de la NUPES, dans d'autres formations, vous reproche de faire beaucoup de bruit, mais pas forcément d'avoir l'efficacité, ou en tout cas l'affluence sur les projets de loi. Vous répondez quoi? D'abord qu'on a été élus pour être des opposants à la politique de M. Macron. Donc on remplit le mandat qui est le nôtre, et en démocratie, l'opposition
a le devoir de s'opposer. Ensuite, on a fait beaucoup de propositions sur la hausse du SMIC, sur la hausse des salaires, sur les conférences sociales pour que la hausse de salaire se diffuse, pour qu'on gèle les loyers, etc., etc. Et les macronistes n'ont rien voulu entendre. Mais Mathias Tavel, député, peut voter éventuellement pour une proposition de loi de la majorité si elle va dans le bon sens ? Mais nous avons... Pas dans votre sens, mais dans le bon sens général, j'allais dire. Mais nous avons, réussi à faire adopter quelques amendements cet été. Mais simplement, la plupart du temps, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Les macronistes n'ont pas intégré le fait qu'ils avaient perdu l'élection législative et qu'il fallait qu'ils changent de méthode. Donc on va voir à la rentrée, mais quand on voit que M. Macron nous dit qu'on va faire la réforme des retraites avec le 49-3, c'est-à-dire sans vote au Parlement, clairement, si c'est ça leur état d'esprit, l'affrontement sera général et frontal, je vous le confirme. On change de sujet, on est évidemment toujours dans cette période de rentrée. Mathias Tavel, pour la deuxième année consécutive, la région Pays de la Loire offre un ordinateur portable aux lycéens entrant en classe de seconde et aux élèves de première année de CAP des établissements publics et privés de la région. Les élèves de seconde du lycée expérimental de Saint-Nazaire, cette fois, n'en bénéficieront pas. Vous parlez, via des tweets, de discrimination. Cet établissement, on le précise, ne relève pas de la région, mais du rectorat. Le courrier que vous avez adressé à Christelle Morancé, il s'adresse à la bonne destinatrice ? Bien sûr, parce que cette décision, d'abord, je me félicite que Mme Morancet découvre et que la droite régionale découvre les bienfaits de la fourniture gratuite des équipements scolaires. Parce que chaque fois qu'on se bat pour la gratuité, on nous répond de façon très dogmatique qu'à la fin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Oui, c'est vrai, mais en l'espèce, c'est la région qui paye pour des ordinateurs gratuits. Dès lors que Mme Morancet a décidé qu'on devait donner des ordinateurs à tous les lycéens, du public comme du privé, je ne comprends pas pourquoi les lycéens d'un établissement public, le lycée expérimental de Saint-Nazaire, ne peuvent pas en bénéficier. Et il y a là... Il aurait fallu un accord avec le rectorat pour que tous les élèves soient... Il aurait fallu la volonté de la droite régionale de ne pas faire un exemple dogmatique pour pointer du doigt le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Je crois qu'il est encore temps de revenir, ça ne coûterait pas si cher parce qu'il n'y a pas tant d'élèves que ça dans ce lycée. Il faut juste que Mme Morancet accepte qu'elle a eu tort de vouloir faire de la politique politicienne sur ce sujet-là. On termine ces questions d'actualité, Mathias Tavel. On va tout de suite vous passer donc au révélateur de Ouest France. Et Claire Dubois, chef de la rédaction Ouest France Nantes, nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez d'ailleurs travaillé plusieurs années à la rédaction de Saint-Nazaire également. Pendant 10 minutes, vous allez, monsieur Tavel, être interrogé sur une thématique et nous allons parler énergie vous concernant. Claire, c'est à vous. Et on va commencer par parler des éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire. Oui. Elles sont bien visibles depuis la côte et certains s'en sont émus cet été. Est-ce que vous comprenez ? On peut comprendre que la première fois ou quand on les voit, on soit surpris. C'est quelque chose de nouveau dans le paysage, il faut le reconnaître. Et l'un des enjeux notamment, c'est qu'on puisse à l'avenir développer aussi des éoliennes flottantes qui puissent se mettre plus loin des côtes. Maintenant, moi, je ne veux pas passer à côté de ce qui est fait à Saint-Nazaire. C'est une fierté. C'est remarquable. Le vrai drame, c'est qu'on ait mis 12 ans à le sortir. Mais aujourd'hui, avoir ce parc-là, produire 20% de la consommation d'un département comme la Loire-Atlantique, c'est une fierté, c'est extrêmement utile du point de vue énergétique. Donc vraiment, moi, je suis un grand partisan du développement de l'éolien en mer. Vous diriez, comme Franck Louvrier, que c'est un mal nécessaire ? Je ne dirais pas que c'est un mal, je dirais que c'est un bien nécessaire et qu'il y a... On parle de cette pollution visuelle qui dérange certains habitants. Je ne crois pas qu'une centrale nucléaire mérite le prix d'architecture, donc forcément, quand on a des installations de production d'électricité, oui, ça se voit. Mais que veut-on ? Pas d'électricité ? Du nucléaire ? Des centrales à charbon ? Ou de l'éolien en mer ? Entre tout ça, je préfère clairement l'éolien en mer. Sur l'éolien en mer, il y a une polémique aussi qui agite en ce moment les maires de la côte, celle de savoir qui va bénéficier le plus de la taxe éolienne. On parle de 4,5 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles communes doivent être privilégiées dans ce calcul ? Il y a un calcul qui a été fait, il est discuté, c'est le premier parc. Donc il faut aussi admettre que on a tâtonné et qu'il y a peut-être des ajustements à faire. Il faut regarder les choses. Si on veut que les autres se passent bien, il faut tenir compte de ces critiques. Maintenant, la vraie question, c'est surtout comment on fait pour qu'il y ait d'autres projets. J'étais toute la journée sur cette question-là à un événement organisé par EDF. Le directeur du port de Saint-Nazaire nous dit on a besoin de développer considérablement les infrastructures portuaires et ça va coûter beaucoup d'argent. Donc après, ici ou là, d'une commune à l'autre, il faut voir les communes qui sont le plus impactées et celles qui en bénéficient le moins. Mais il faut aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, c'est d'abord un atout et un développement économique et de l'emploi pour le territoire. De l'emploi, il y en a notamment dans l'usine de fabrication d'éoliennes
d'éoliennes de Montoire. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à cette usine ? On voit que l'Aliad X a été interdite aux États-Unis, c'est très récent, et que par ailleurs, on parle d'un possible rachat de cette entreprise d'ici 2 ans. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait nationaliser ? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour l'emploi ? C'est cette usine-là qui a permis de faire le parc de Saint-Nazaire, donc on a tout intérêt à la défendre. Et j'allais dire à la défendre, quoi qu'il en coûte, et sans aucun tabou. Donc si un jour General Electric devait vouloir s'en débarrasser, oui, je suis partisan que s'il le faut, l'État nationalise. Aujourd'hui, moi, j'ai pris l'initiative sur ce dossier de rencontrer les organisations syndicales du site et la direction de General Electric. Ce qu'on me dit, c'est qu'à court terme, pas d'inquiétude, le carnet de commandes est plein jusqu'à 2024-2025. Après, il y a une incertitude, parce qu'il n'y a pas de carnet de commandes, parce que General Electric est engagé dans une restructuration, et donc il faut être vigilant. Et moi, je suis vigilant, je continuerai à l'être. Et oui, je souhaite que, s'il le faut, par tous les moyens, on conserve cet outil industriel. Vous parliez tout à l'heure du charbon, de l'énergie au charbon. La centrale de Cordemais va tourner davantage d'heures dans les semaines, dans les mois qui viennent, au vu de la crise énergétique qu'on traverse. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? Un sentiment de gâchis, parce que ça fait des années que les salariés de Cordemais portent à bout de bras, et notamment leur syndicat CGT, un projet de reconversion éco-combuste pour sortir du charbon et aller vers d'autres types de combustibles, et notamment du bois, de la biomasse. Et ce projet a été repoussé, enterré, puis relancé uniquement grâce à l'action des salariés. Et donc aujourd'hui, oui, on n'a pas d'autre choix pour passer l'hiver, il faut être franc. Et dans le contexte mais si on s'y était pris autrement, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 10 ans sur les questions énergétiques, on n'en serait pas là. Et donc, il est temps aussi de dire maintenant, ça suffit, il faut planifier la sortie des énergies carbonées, il faut aller vers le développement des renouvelables et pas continuer à regarder passer les trains comme le fait le gouvernement. Mais aller vers le développement du renouvelable, certes, mais dans quelle échéance ? Dans la campagne présidentielle, la France Insoumise disait il faut sortir du nucléaire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit où on en est dans le développement du renouvelable, où on en est avec les centrales à charbon qu'on relance, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de sortir du nucléaire maintenant ? Je précise d'ailleurs que les inquiétudes concernant la fourniture d'électricité sont même pour cet hiver. Alors, oui, bien sûr. On a différents scénarios, mais ce n'est pas impossible. Mais c'est même une vraie question, et de savoir comment on fait pour passer l'hiver alors qu'on a la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette difficulté, c'est pas grâce au nucléaire, c'est à cause du nucléaire, où on a tout mis sur le nucléaire, et aujourd'hui on se rend compte que quand il y a la moitié des réacteurs qui ont un problème, on ne sait plus faire. Il fallait peut-être penser à diversifier nos sources d'énergie plus tôt. Nous restons partisans d'aller vers 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ça laisse plus de 25 ans. Et c'est pas seulement la France Insoumise, c'est le scénario Négawatt qui est porté par des chercheurs, et c'est un des scénarios sur lequel a travaillé RTE, qui est celui qui gère le réseau. Il a fait 6 scénarios, et il y en a un qui dit 100% d'énergie renouvelable, c'est un beau défi, mais c'est faisable, on peut le faire. Après, il faut le décider. Avec la sobriété énergétique, disait Jean-Luc Mélenchon. Or, la sobriété énergétique, on va déjà devoir l'appliquer cet hiver sans sortir du nucléaire. Non, mais là, c'est pas la sobriété qu'on va appliquer, c'est le rationnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas sorti les gens des passoires thermiques. On n'a pas organisé le fait qu'on puisse se déplacer en transport en commun partout, parce qu'il y a toujours des endroits où il n'y en a pas. La sobriété, ça doit être comment on organise la société pour que les logements soient isolés, ils n'aient pas besoin d'être chauffés autant qu'ils le sont, pour qu'on puisse aller se déplacer autrement qu'avec sa voiture individuelle, pour qu'on ait des services publics plus près, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous dis 2050, ça se travaille, ça s'organise. L'année dernière, je fais court, 2500 logements ont quitté la catégorie passoire thermique. 2500 logements en un an. C'est pas acceptable. Il nous faut rénover 700 000 logements par an. Donc c'est ça que le gouvernement devrait faire au lieu de dire baisser le chauffage et je sais pas quoi. On continue de parler énergie si vous voulez bien en s'intéressant à une autre grosse entreprise de votre territoire, les Chantiers de l'Atlantique. Oui, donc on y fabrique évidemment des paquebots. Oui. Comprenez-vous les voix qui s'élèvent contre ces paquebots très polluants, qui génèrent aussi par ailleurs du tourisme de masse dans des endroits où ils ne sont plus toujours les bienvenus? Est-ce que vous faites partie, d'ailleurs, je précise, des Nazariens qui viennent au bord comme ça des quais pour admirer les paquebots passer? Il y a 2 choses. Il y a la beauté du travail humain, et oui, je fais partie de ceux qui se disent... il y a une forme d'art à savoir faire des bateaux magnifiques, des bateaux de grand volume, etc. Et puis après, il faut regarder, le bilan écologique est désastreux. Et par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place ?
Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Les chantiers de l'Atlantique ont commencé à faire des sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore. Il y a beaucoup de besoins de construction navale si on veut aller dans ces énergies marines renouvelables, par exemple. C'est marginal dans leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est marginal. Si on va vers 40 gigawatts d'éolien offshore, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui est aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on vient de faire le premier parc, on a à peine 500 mégawatts. Si on veut aller à 40 gigawatts, on va avoir besoin de beaucoup de travail. Et je pense qu'il y a là une matière au moins à diversifier et à réduire la dépendance des chantiers autocroisières, qui clairement n'est pas ma tasse de thé. Mais aujourd'hui, c'est ça qui fait travailler. Vous avez changé, vous, d'avis sur les paquebots depuis que vous êtes député de ce territoire de Saint-Nazaire? Ça génère quand même beaucoup d'emplois, les chantiers de l'Atlantique. Bien sûr. Je précise ma question. Dans le livret maritime de Jean-Luc Mélenchon, auquel je crois vous avez contribué, les paquebots sont qualifiés de monstres des mers. Vous diriez encore ça aujourd'hui? Bah écoutez, quand vous voyez que là, ceux qui sont en train de sortir vont servir à aller faire hôtel flottant pour la Coupe du Monde au Qatar, on peut quand même se demander quelle est l'utilité sociale et le bilan écologique de tout ça. Après, aujourd'hui, bien sûr, ça fait travailler des milliers de personnes. Et il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, on va arrêter ça. Mais il s'agit de dire comment, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est une industrie où vous avez besoin d'une visibilité sur plusieurs années. Il faut développer d'autres activités de construction, de déconstruction navale aussi. Figurez-vous qu'on a là en ce moment un ancien porte-avions de la marine française, le Foch, qu'on avait vendu au Brésil, qui arrive en fin de vie. Et le Brésil a voulu l'envoyer en Turquie pour le démanteler. La Turquie dit bah non, on n'en veut pas, on le renvoie au Brésil. Peut-être qu'on pourrait se dire on pourrait démanteler nous-mêmes les navires qui ont appartenu à la marine nationale. Ce serait déjà une activité supplémentaire. C'est pas à soi seul la solution, mais c'est un ensemble de solutions. Une dernière question, Claire Dubois, sur ce sujet. C'est ce que j'allais dire. Une dernière question qui concerne donc le territoire nazarien et ses entreprises. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation chez Yara, ce fabricant d'engrais qui a connu une fuite d'acide sulfurique la semaine dernière et dont on nous dit que l'état des cuves d'ammoniac est jugé critique? Clairement, il y a une question. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il n'y a pas de danger à l'usine Yara. Et je trouve que les pouvoirs publics, la préfecture, doivent être plus fermes. Je sais que le PDG d'Yara se plaint de l'opposition et des réticences et des contrôles. Mais c'est comme ça. En France, on ne fait pas n'importe quoi avec un site classé à des niveaux de dangerosité extrêmes, soit pour la pollution de l'air, soit pour la pollution de l'eau, soit avec des risques d'explosion. Donc, soit on respecte la règle et on fait les choses sérieusement, soit il faut que l'État prenne des sanctions et fasse en sorte d'obtenir la mise aux normes de cette installation. Ça veut dire éventuellement une mise en demeure, comme ça a été envisagé d'ailleurs par les services de la préfecture en juin? Ça a déjà été le cas une fois, et bien, il faut recommencer jusqu'à obtenir satisfaction, oui, bien sûr. Merci beaucoup Claire Dubois d'avoir mis au révélateur de Ouest France Mathias Tavel sur ce thème de l'énergie, un thème ô combien important pour votre territoire de Saint-Nazaire. C'est la fin de cette première partie de l'entretien politique. On va se retrouver juste après une petite pause avec vous Mathias Tavel, où on vous soumettra à d'autres mesures, savoir si vous voteriez ou non ces mesures si elles étaient soumises à l'Assemblée nationale. On se retrouve tout de suite sur Télé Nantes. Vous restez bien avec nous, évidemment. C'est la suite de l'entretien politique avec Mathias Tavel, député de la NUPES à Saint-Nazaire. Dans cette nouvelle partie, je vais vous proposer plusieurs mesures, Mathias Tavel. À vous de me dire si vous voteriez ou non ces mesures, si elles étaient par exemple soumises à l'Assemblée nationale. On parle d'abord logement, avec cette première mesure, permettre au préfet de reloger des familles en situation de précarité dans un autre département. Vous votez ou pas cette mesure? Permettre au préfet de reloger des familles, ça existe déjà. Et le problème, c'est que c'est pas appliqué aujourd'hui suffisamment, et on l'a encore vu ce matin à Saint-Nazaire. Effectivement, vous faites référence au droit au logement opposable d'Allo, oui, qui est jugé inefficace. Et ce matin à Saint-Nazaire, le préfet a pris la décision d'expulser des gens qui occupaient des maisons d'hébergement solidaire sans qu'il n'y ait une proposition de relogement pour chacun, et ce n'est pas acceptable. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de les envoyer dans un autre département parce qu'il n'y aurait pas la place dans le département en question. Mais le préfet a la possibilité de réquisitionner des logements vacants, et ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de logements vacants. C'est une préconisation, je précise d'ailleurs, de la Cour des comptes. Oui, mais commençons déjà par appliquer le droit, et je pense qu'on peut l'appliquer sans avoir besoin d'avoir recours à ces situations. En 2 mots, le tribunal a donné raison à la ville de Saint-Nazaire. C'est donc le droit à la propriété qui a primé sur le droit au logement, si on devait résumer. Oui, mais le problème, c'est que si la vraie question, c'est pourquoi ces gens occupaient ces maisons solidairement.
parce qu'ils n'avaient pas de solution d'hébergement. Donc c'est la défaillance de l'État sur l'hébergement d'urgence qui après fait qu'on est obligé que les militants et les personnes trouvent des solutions comme elles peuvent. Vous en voulez à David Samson d'avoir lancé cette procédure ? Je pense qu'il aurait été mieux inspiré d'engager un dialogue pour voir comment on peut avoir un lieu géré par des associations et qui fasse ce travail de solidarité, oui, clairement. Logement toujours avec ce cas très concret, si vous voulez bien. Nous avons été contactés par la famille Dové, propriétaire d'un appartement, un souplex dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Ils l'ont acheté en 2015. Oui. Cette famille apprend plus tard que l'appartement est impropre à l'habitation depuis 2013, selon un décret préfectoral, un décret non respecté visiblement. Alors cette famille a obtenu une décision de justice favorable. Je vais vous donner la parole. Oui, parce que je connais mais l'appel du propriétaire bloque tout. Apparemment, ce n'est qu'il y a quelques mois que la famille Dové a pu déménager temporairement, mais elle reste propriétaire de ce logement insalubre que l'on voit à l'écran, non assuré. Le crédit est simplement gelé. Elle vous pose cette question, cette famille, qui a le pouvoir de faire respecter cet arrêté préfectoral ? Vous ? Ah non, le parlementaire n'a pas le pouvoir de faire appliquer la loi. Ça relève du pouvoir exécutif, du préfet ou du juge. En l'espèce, je connais cette situation, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce monsieur qui est effectivement dans une situation où il est une victime d'une escroquerie ou en tout cas d'une situation qui est aujourd'hui insoluble pour lui. Mais la réalité, c'est comment on fait pour que ça n'arrive pas. Donc renforcer les contrôles, effectivement, au moment où peut-être un certain nombre de biens sont mis en vente. Et en l'espèce, il faut une décision de justice qui clairement établisse la faute de façon définitive de celui qui lui a vendu ce bien. On passe à une autre mesure, elle concerne la santé, une dotation pour l'hôpital en fonction du territoire et de la population. C'est dans les préconisations cette fois de la commission d'enquête du Sénat sur l'état de l'hôpital. Alors vous, à Saint-Nazaire, il y a ce bail amphithéotique oui. qui est encore en place. Il faudrait quoi à la place de ce bail ? Moi, j'ai écrit au ministre de la Santé cet été à propos du bail de l'hôpital de Saint-Nazaire. L'hôpital de Saint-Nazaire, comme tous les hôpitaux, est confronté à une situation difficile avec des personnels fatigués, en nombre insuffisant, des difficultés pour recruter ici ou là. Ça va encore pas trop mal à Saint-Nazaire, mais globalement, le bilan est le même. Et cet été, on a passé l'été uniquement en fermant les urgences d'Ancenis pour permettre d'ouvrir celle de Saint-Nazaire. Donc ça, c'est pas possible. Et après, sur le bail, il y a une escroquerie. C'est qu'on a fait un partenariat public-privé en disant ça coûtera moins cher, c'est le privé qui va supporter. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué à gérer. Et deux, financièrement, l'hôpital n'est pas en mesure de payer le loyer qui est demandé. Donc, ou on trouve un accord avec le propriétaire et on règle cette situation, ou alors il faudra sortir du bail. Et c'est pour ça que j'ai dit au ministre, il faut travailler ce sujet, j'y suis disponible. Je crois que le maire de Saint-Nazaire s'est finalement rangé aussi à cette position. Les syndicats le demandent, le directeur de l'hôpital fait un travail très sérieux sur cette question. Maintenant, il faut prendre nos décisions. J'espère pouvoir avancer avec lui, et sinon je proposerai aussi à l'Assemblée qu'on règle cette question par la loi, s'il le faut. Une troisième question, on va revenir à l'énergie, si vous voulez bien. On en a parlé en première partie avec cette mesure des prix moins chers de l'électricité pour les riverains des projets d'énergie renouvelable. C'est une des mesures contenues dans le projet de loi d'accélération justement des énergies renouvelables. Vous votez ou vous ne votez pas ? Moi, je voterai pour qu'il y ait des prix moins chers pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si les prix de l'électricité s'envolent, les Français doivent savoir que c'est pas parce que ça coûte beaucoup plus cher à produire. C'est parce qu'on est engagé dans un marché européen qui n'a ni queue ni tête et qui fait qu'on paye beaucoup plus cher que ce que ça coûte à produire. Donc il faut sortir de ce marché, permettre à tout le monde de revenir aux tarifs réglementés de l'électricité, particuliers, petites entreprises, collectivités locales, pour qu'on puisse tous accéder à l'électricité dont on a besoin pour les besoins fondamentaux. Puis après, il y a le gaspillage, etc., à lutter avec un plan sobriété. Mais si vous voulez que ça change et que le prix de l'électricité baisse, il faut se mobiliser parce que ce qu'a annoncé M. Macron et Mme Borne, c'est la matraque tarifaire. C'est-à-dire plus 15% l'année prochaine pour l'électricité ou le gaz. Ne vous laissez pas faire, mobilisez-vous aussi contre la vie chère, comme je crois la NUP va le proposer pour la mi-octobre. Et c'est la fin de ce premier entretien politique de la saison. Merci beaucoup d'y avoir participé, Mathias Tavel, je rappelle, député de la NUPES dans la 8e circonscription, celle de Saint-Nazaire. Une émission en partenariat avec Ouest France que vous pouvez évidemment retrouver sur telenant.com. En attendant, vous restez bien sûr avec nous. L'information se poursuit sur votre antenne.